tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de PostCSS et vous expliquer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser afin d'écrire de la syntaxe CSS de spécification niveau 4. Alors tout d'abord, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Pierrick Turelier, je suis développeur JavaScript spécialisé front-end chez JS Republic, où j'interviens auprès de nos clients afin de proposer des solutions innovantes et performantes en termes d'intégration front-end. Alors, au cours de cette présentation, je vais tout d'abord vous présenter PostCSS, à quoi ça sert, qui l'a créé. Également, je vous présenterai de nombreux plugins qui font partie de l'écosystème de PostCSS. Et ensuite, on découvrira CSS4 à travers une petite démo. Et à la fin, il y aura une conclusion pour voir un peu ce que PostCSS apporte par rapport à, par exemple, d'autres préprocesseurs tels que SAS. Alors, tout d'abord, PostCSS a été créé par Andrei Sitnik, qui est donc un développeur qui habite en Russie, un développeur russe. Et c'est un projet open source qui est, euh, qui est maintenu par la société Evil Martians, une société donc basée à Saint-Pétersbourg et qui fait beaucoup de projets open source. J'en profite également pour vous annoncer que Andrei sera présent à CSS, au Meetup CSS Paris mercredi prochain afin de présenter StyleLint, qui est donc un linter pour du CSS, puisque maintenant, comme le JavaScript, on lint également notre CSS. Alors, PostCSS est utilisé par les plus grands géants de la Silicon Valley, tels que Facebook, GitHub ou encore Google, et également Taobao.com, qu'on ne connaît pas trop chez nous, puisque c'est la plus grande marketplace chinoise. C'est un projet qui existe également depuis maintenant 3 ans, et il célébrait en septembre dernier les 3 ans du projet. Et durant cette année-là, le téléchargement de PostCSS est passé de 0,8 million à 2,8 millions de téléchargements dans l'année. Donc c'est une progression très importante. Et les développeurs du projet continuent de soutenir ce projet au fur et à mesure de l'évolution. C'est un projet qui prend énormément d'ampleur en ce moment. Et on le voit également au niveau des téléchargements par semaine, puisque il y a de cela un an, on était en dessous de 200 000 téléchargements par semaine, et maintenant on est à 800 000 téléchargements par semaine sur NPM. En termes de contribution, c'est également assez impressionnant, puisque là, on ne le voit pas très bien au niveau des pull requests. Elles sont fermées en environ 40 minutes, ce qui est quand même assez impressionnant pour un projet open source. Et également en termes d'issue, les développeurs du projet mettent globalement 2 jours à répondre à vos questions. Donc c'est un projet qui est très soutenu et si jamais vous avez un problème avec, vous pourrez trouver des réponses à vos problèmes. Alors afin de comprendre ce qu'est PostCSS, je pense qu'il est important au départ de comprendre ce que ça n'est pas, puisqu'on a été habitué à utiliser des préprocesseurs tels que SAS qui viennent avec plein de fonctionnalités. PostCSS, si jamais vous l'installez tel quel, ça ne va pas vous permettre de préprocesser votre code, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de mixin, vous n'aurez pas de variables, vous n'aurez pas de nesting. Ça ne va pas non plus vous permettre de post-processer votre code, par exemple d'ajouter automatiquement des préfixes. Ça ne vous permettra pas non plus d'écrire de la syntaxe du futur, telle que CSS4. Et ça ne va pas vous permettre non plus d'optimiser votre code, par exemple de le minifier. Alors à ce moment-là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je me suis peut-être trompé d'amphi. Ce mec-là est en train de me présenter un truc qui sert à rien. Et vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question. Il y a cette personne avec une version un peu bodybuildée du professeur dans South Park qui a demandé donc sur GitHub à quoi ça sert PostCSS si on a déjà Webpack pour effectuer notre build. Et donc ça a engendré toute une discussion et à ce moment-là, il y a eu cette réponse qui résume bien ce qu'est le projet PostCSS. PostCSS n'est pas un préprocesseur, mais plutôt un framework JavaScript qui va vous permettre d'écrire du CSS. Alors on va voir comment ça fonctionne. Donc le grand intérêt de PostCSS, c'est quand même son parseur, qui va donc récupérer en entrée un fichier CSS, et qui va ensuite, via différents plugins, effectuer toutes sortes de manipulations. Et à la fin, ça va récupérer tout ce code CSS, ça va le stringifier, et ça va sortir un seul code CSS que vous pouvez inclure dans votre page. Le gros intérêt de PostCSS, c'est donc, comme je l'ai dit, son parseur, qui est extrêmement rapide,
Par exemple, ici, on voit qu'il est 12 fois plus rapide que ParserLib, mais par contre, il y a déjà un concurrent qui arrive sur le marché qui est CSS3 et qui est lui 2,4 fois plus rapide que PostCSS. Donc on peut se demander si dans le futur PostCSS sera encore là, puisque des concurrents comme CSS3 arrivent, et donc ça montre encore à quel point l'écosystème JavaScript évolue hyper rapidement en ce moment. Et donc, comme je vous en parlais, la grande force de PostCSS sont ces plugins. Et donc, je vais faire une présentation de quelques plugins majeurs. Pour retrouver ces plugins, vous pouvez aller sur le site PostCSS Parts, créé par Max Stoiber. Et donc, c'est un site qui va vous permettre de trouver plein de plugins PostCSS. Et donc, par exemple, si on tape pour les colors, on a plein de plugins qui permettent d'effectuer des transformations sur les couleurs. Et ensuite, on a également d'autres plugins classés par catégorie. Et également, puisque c'est un framework JavaScript, ça va vous permettre d'écrire vos propres plugins. Et donc, il y a une documentation en ligne qui est très complète et vraiment très bien faite, où on peut retrouver les différentes méthodes afin de créer des plugins post-CSS. Et si jamais il y a un plugin que vous ne trouvez pas, qui ne répond pas à votre besoin, bah, vous pouvez utiliser JavaScript afin de le créer et participer également à la communauté, au développement de ce projet. Alors maintenant, afin de comprendre comment fonctionne PostCSS, je vais faire un petit versus avec Sass. Et tout d'abord, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà utilisé Sass auparavant? Qui parmi vous a déjà utilisé Sass auparavant? Et PostCSS? Ok, donc on voit que peu de personnes ici utilisent PostCSS pour l'instant. Et donc c'est à moi quelque part de vous convaincre de l'utiliser. Alors en termes de benchmark, si vous avez utilisé Sass à ses débuts, il y a de fortes chances que vous l'ayez installé via la gem Ruby Sass. Donc c'est 32 fois plus lent que PostCSS. Donc lorsque vous rechargez à chaque fois votre page, ben, c'est 32 fois plus lent dans une journée, ça compte quand même. Et donc si vous l'installez désormais avec Node, ça utilise libsass. Ils ont réécrit la librairie. Et donc PostCSS est quand même toujours 1,6 fois plus rapide que libsass. Alors, premier plugin de cette liste, c'est AutoPrefixer, créé encore par Audrey Sitnik, qui va donc vous permettre de préfixer automatiquement votre code CSS. Alors, à l'époque, en Sass, afin d'auto-préfixer notre code, on avait des mixins qui prenaient tous les préfixes, et donc ensuite, on appelait notre mixit avec include border radius. C'est par exemple ce que fait Compass, qui arrive avec tout un tas de mixins déjà faites. Et donc, en sortie, on avait bien notre code préfixé. Pour PostCSS, c'est un peu différent, puisqu'on a juste à lui balancer ce code-là, non préfixé, et automatiquement, il va vous préfixer le code. Donc, par exemple, ici, c'est quand même un préfixage assez important, et donc il est capable tout seul d'effectuer la moulinette. Et donc, il se base sur can I use pour effectuer ce type de manipulation. Et donc, ce qui est très important, ça va être autopréfixeur va toujours être à jour avec can I use. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple de border radius, il faut savoir qu'en réalité, border radius est une préfixée à 92%. Et donc, on peut le voir ici en dessous, normalement, lorsqu'on passe notre souris ici, il doit y avoir en haut à gauche un petit encart jaune marquant le préfixe qu'il faut ajouter afin que ce soit compatible sur Internet Explorer. Et donc, généralement, Sass, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, arrive avec tous les autopréfixages de fait, alors qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Et donc, PostCSS est capable également de savoir s'il y a un préfixe qui est en trop, et il va ensuite directement l'éliminer, ce qui permet quand même d'alléger votre code. Et donc, en termes de performance, c'est très intéressant. Et également en termes de benchmark, encore une fois, si vous utilisez une librairie comme Compass qui vient avec tous ces préfixes, c'est 71 fois plus lent qu'AutoPrefixer. Et en plus, AutoPrefixer
se base sur CanIUse, donc c'est toujours à jour. Donc je vois pas d'intérêt d'utiliser Compass pour effectuer ce type de manipulation maintenant. Alors, si vous voulez retrouver les fonctionnalités de SAS, telles que les partials, les imports, les variables, le nesting, le mixin, et j'en passe, vous pouvez utiliser PreCSS. Donc c'est un peu une version rose de Denver le petit dinosaure, et ça a été créé par Jonathan Neal. Et donc si on va sur le playground de ce plugin, qui est en fait un regroupement de plusieurs plugins PostCSS, on voit qu'on peut écrire des mixins, des extends, également des conditions, on peut également écrire des each, avec une syntaxe certes un petit peu différente de ce qu'on peut avoir sur SAS, mais on s'y retrouve quand même assez rapidement. Par contre, le gros problème de ce projet, c'est qu'il n'est plus maintenu. C'était à un moment, j'ai voulu créer une fonction, ce que je fais souvent avec SAS. Je voulais faire une fonction pour convertir les pixels automatiquement en EM ou REM. Et donc, j'ai posté une question sur GitHub et je n'ai pas eu de réponse. Et je suis allé voir quand est-ce que le projet avait été mis à jour la dernière fois. Et maintenant, ça remonte à plus d'un an, puisque le dernier commit doit avoir été fait le 24 octobre 2015. Et il y a beaucoup de pull requests qui n'ont toujours pas été inclus. Donc, c'est un projet qui est un peu abandonné. Et je ne vous recommanderais pas forcément de l'utiliser maintenant. Ce qui est plutôt d'usage de faire, c'est par exemple d'utiliser SAS pour avoir toutes ces fonctionnalités, et ensuite de récupérer le fichier que nous sort SAS pour appliquer des transformations avec par exemple l'autopréfixeur qui va supprimer tous les préfixes de Compass qui sont inutiles, et ça va vous permettre d'alléger votre code. Et donc, pour faire des fonctions, la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est d'utiliser un plugin PostCSS, donc PostCSS Functions par Andy Jensen. Et donc, je vous expliquerai un peu plus en détail comment ce plugin fonctionne ensuite. Mais en gros, maintenant, si on utilise PostCSS, il n'y a pas de moyen, j'ai pas trouvé encore de moyen d'écrire de fonctions. Et du coup, je suis obligé de créer mes fonctions directement en JavaScript. Donc c'est peut-être un peu contraignant pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser des fonctions SAS. Et également, si vous voulez retrouver les fonctionnalités de Compass, vous pouvez utiliser @util par Ismaël Martinez. Et donc, par exemple, les différentes mixins dont j'ai parlé tout à l'heure, moi, lorsque j'utilisais Compass, j'utilisais beaucoup la possibilité de faire des positions et d'avoir juste à faire une déclaration. Et comme ça, j'avais mes positions assez rapidement. Maintenant, je n'utilise plus trop ce type d'outil car je trouve que lorsque vous avez un nouveau développeur qui arrive sur le projet, c'est très, très difficile pour lui de débuter sur un projet s'il ne connaît pas vraiment l'outil avec lequel vous travaillez. Alors maintenant, nous allons donc monter en DeLorean et parler de CSS4. Et afin d'écrire de la syntaxe de niveau 4, on peut utiliser le plugin PostCSS CSS Next, réalisé par un Français, Maxime Thirouin, très actif dans la communauté française. Et afin de vous démontrer comment est-ce qu'on peut écrire du CSS de niveau 4, j'ai réalisé une petite application qui est donc un redesign de Netflix. Et donc j'avais contacté son créateur, Christopher Gvel, qui a bien voulu m'envoyer les PSD. Et donc j'ai créé un petit site statique très rapidement avec PostCSS et donc CSS Next. Et afin de le créer, j'ai utilisé un boilerplate que j'ai créé, que vous pouvez retrouver sur mon GitHub. Et ça permet quand même d'aller plus rapidement lorsque vous commencez un projet statique. Maintenant, étant donné qu'il faut utiliser beaucoup d'outils de build, j'ai décidé de créer un boilerplate qui permet de commencer très rapidement votre projet de site statique. Alors, afin d'installer CSS Next, on utilise évidemment Node avec npm. Donc, il faut faire un npm install tout d'abord de PostCSS, puis de Google PostCSS puisque c'est l'outil de build que j'utilise. Ensuite, on a PostCSS import qui va s'occuper de la fonction d'import qu'on a par exemple dans SAS pour aller récupérer un fichier CSS et l'inclure dans un autre. La fonction PostCSS URL va vous permettre, lui, d'inliner les URL et donc d'avoir des chemins relatifs et de ne pas avoir à faire des 2 points, 2 points, slash, 2 points, 2 points, slash pour trouver votre image, par exemple.
Ensuite, on a PostCSS, CSS Next. Et enfin, PostCSS Browser Reporter et PostCSS Reporter, qui sont eux des outils de report. Et si jamais il y a une propriété CSS qui est mauvaise, il va tout de suite vous la remonter et vous dire, hop, ici il y a une erreur, c'est à corriger. Alors donc, au niveau de la configuration, dans mon gulp file, j'appelle tout d'abord les différentes PostCSS plugins que j'utilise. Donc PostCSS Functions que j'ai parlé tout à l'heure, PostCSS Import. Ensuite, un plugin PostCSS Verticalism Function qu'on verra en utilisation, mais qui n'a pas de relation avec CSS4, mais je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. On trouve ensuite CSS Next, qui vient packager avec autopréfixeur. Et afin de le configurer, on utilise BrowserList, c'est basé sur BrowserList. Donc ici, je fais un objet, et à l'intérieur de cet objet, je crée un tableau browser, à l'intérieur duquel j'ai précisé que je souhaite supporter IE8+, afin d'avoir automatiquement, lorsque j'écris des REM, c'est pas forcément pris en compte dans IE8, et du coup ça va automatiquement transpiler ça en pixels. Et il faut savoir que par défaut, BrowserList se base sur les 2 dernières versions du browser. Ensuite, j'utilise également PostCSS Assets, qui lui fonctionne comme PostCSS URL. On a ensuite CSS Nano, qui lui va vous permettre de minifier votre code CSS. Alors il faut savoir que CSS Nano vient aussi avec autopréfixeur, donc il faut le désactiver. Il y a également une fonctionnalité de Z-index, c'est-à-dire que par exemple si vous avez un Z-index à 2 et un Z-index à 1000, il va prendre le Z-index à 2 et le mettre à 1, et prendre le Z-index à 1000 et le mettre à 2. Le problème c'est que pour l'instant c'est pas très fonctionnel et du coup ça crée un peu des problèmes au niveau de votre CSS, donc il est très important de désactiver. Ensuite il y a également Browser Reporter et Reporter, à l'intérieur duquel on peut désactiver PostCSS Discard Empty. C'est une erreur qui apparaît assez souvent et qui va vous indiquer qu'il y a une propriété CSS vide. Mais après l'avoir utilisé, je me suis remarqué que ça apparaissait souvent alors que j'avais pas de propriété vide. Donc du coup, j'ai décidé de le enfin plutôt pas de le désinstaller, mais d'enlever les reports qu'il m'affichait, alors que c'est plutôt faux. Donc ensuite, au niveau de la Gulp Task CSS, ça se comporte de la manière suivante. On va créer on va créer une variable processors. Et donc c'est un tableau à l'intérieur duquel on va mettre tous nos plugins PostCSS que nous souhaitons utiliser. À savoir qu'il est très important de respecter l'ordre des plugins. Par exemple, si je mets la minification de CSS Nano avant CSS Verticalism, bah, il ne va pas minifier tout ce qui a été effectué par CSS Verticalism. Et également, je configure Assets et je lui dis que mon basepass ce sera public et que mon dossier où il y a tous mes images, ce sera assets/image. Et donc, je charge mon CSS, j'initialise mon source map, je passe tout à la moulinette dans PostCSS, et ensuite, en sortie, on a notre fichier CSS qu'on peut directement inclure dans notre page, et BrowserSync, c'est pour le refresh automatique. Et donc, au niveau du import, au niveau de la structure, j'ai juste un fichier style.css, qu'on peut voir à gauche, et différents dossiers avec plusieurs fichiers CSS. Et en fait, j'appelle tous ces fichiers CSS dans module, et module, j'appelle ça dans style.css. Et ensuite, c'est ce fichier-là qui va être utilisé par PostCSS afin d'effectuer les différentes modifications. Alors, donc, au niveau de ma démo, ça donne le site suivant, qui est un peu dézoomé. Donc, si on revient à l'accueil, voilà. Alors, donc, c'est un site assez simple que j'ai réalisé juste pour tester les différentes fonctionnalités de PostCSS. Et donc, maintenant, je vais vous présenter les propriétés CSS nouvelles. Avec tout d'abord le nesting, qui lui, comparé à SAS, change un petit peu, puisqu'il faut, on doit toujours préciser le petit n de epsilon au début.
Sinon, c'est pas du nesting, le nesting ne se fera pas. Au départ, je faisais souvent A et à l'intérieur des accolades, je mettais span, mais ça ne fonctionne pas. CSS4 nous force à mettre un end afin de forcer, je pense que c'est pour nous forcer à vraiment penser bien à notre nesting, ce qui n'était pas forcément le cas, je trouve, avec SAS, puisqu'on peut un peu mettre des variables un peu partout, on met du nesting un peu partout, on fait des mixins, et au bout d'un moment, on est un peu perdu dans notre code. Et donc, il y a également une fonction nest un peu plus complexe, un peu plus poussée, puisque par exemple, ça va vous permettre de sélectionner l'élément parent de la classe que vous avez sélectionnée. Alors, en pratique, on peut retrouver ça dans les listes. Ici, j'ai des nestings. Donc ici, c'est un nesting. Là, à l'intérieur de ces listes top menu, on retrouve le LI. Et donc, si on veut, par exemple, accrocher si on veut mettre deux classes à côté, on fait comme on faisait à l'époque avec SAS, end.h-active par exemple. Et au niveau du code de nesting, je me suis amusé à le faire ici. Et donc ici, ça fait donc a.clist épisode, puisqu'on prend le parent. Par contre, j'ai remarqué que si jamais je mets cette propriété-là à l'intérieur de clist profile, par exemple, le @nest ne va pas fonctionner. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu un défaut pour moi, je trouve, pour l'instant. Ensuite, on retrouve bien évidemment les variables. Alors là, une grosse différence également par rapport à SAS. Comme j'ai dit, les variables, on pouvait les déclarer un peu partout dans notre fichier. En CSS4, on est obligé de déclarer les variables dans le sélecteur root. Et donc, les variables se nomment tiret-tiret le nom de la variable, contrairement à SAS où c'est $, le nom de la variable. Et donc, afin ensuite d'appeler une variable, il faut faire var entre parenthèses et le nom de notre variable. Donc, c'est un peu plus contraignant, mais encore une fois, je pense que c'est une volonté de leur part d'imposer des restrictions afin qu'on pense mieux à notre code CSS et qu'on soit un peu forcé à mieux coder, en quelque sorte. Donc ici, je l'ai utilisé par exemple pour les couleurs. Donc je déclare mes variables de couleur ici. Et ensuite, j'applique une modification de couleur. Et le grand avantage de cette modification de couleur, c'est qu'on peut chainer les différentes modifications. Donc par exemple, ici, on retrouve le hue, c'est pour le cercle chromatique. Donc très facilement, on peut trouver des couleurs complémentaires directement en CSS grâce à cette fonctionnalité-là. Et donc par exemple, je l'ai utilisé pour le white qui est ici. Et donc si on regarde, si jamais j'enlève la saturation moins 100%, eh bien très vite, si la couleur, je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais ça devient un peu rose. Et donc c'est parce que j'ai enlevé du coup cette modification-là. Et, et ça a annulé tout ce que j'avais créé avant. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut bien chainer toutes ces modifications. Ok. On dirait, ouais. Donc comme je vous en parlais, la fonctionnalité de couleur, qui fonctionne assez similairement à SAS. Du coup, ça marche plus le VMix? Ok. Et donc c'est assez similaire à SAS. Ok, c'est bon. Donc au niveau d'utilisation, c'est assez similaire à SAS et on retrouve pas mal de fonctionnalités. Il y a ensuite également les custom selectors. Donc ça va vous permettre de créer des propriétés CSS custom. Donc par exemple ici pour un bouton, on peut sélectionner l'élément bouton et ensuite la classe bouton. Et on applique notre style à l'intérieur du sélecteur suivant. Donc c'est deux points tiret button. Et de même ensuite on peut par exemple faire des custom selectors pour les états. Et donc là j'ai fait deux points enter pour le hover et le focus. Et donc je peux mettre ça à côté du button et ça fonctionne correctement.
Et donc, au niveau de la démonstration, j'ai fait ça ici sur la page suivante. Et donc ici, par exemple, on le voit sur les boutons. Donc, ça permet de faire du style assez rapidement. Et donc, je l'ai utilisé ici. J'ai créé mes custom selectors. Et ensuite, j'ai donc mis le code CSS pour le bouton. Et ensuite également pour le Hunter ici. Donc ensuite, j'ai utilisé une fonctionnalité qui s'appelle Apply, qui ressemble un peu au Mixin et qui fonctionne de la manière suivante. Encore une fois, il faut déclarer la Mixin à l'intérieur du sélecteur root. Donc ici, par exemple, Danger Theme, et on appelle notre Mixin avec Apply. Et donc pour les boutons, je l'ai fait ici. J'ai déclaré tout le style de mes boutons, white button, ensuite Enter pour l'état over focus. Et j'appelle cela à l'intérieur du bouton, ici, Apply White Button. De même pour Button Red, Apply the Red Button. Ensuite, on retrouve également les propriétés de filtre que j'ai pu utiliser sur le fond ici, et plus particulièrement également sur le texte. Alors au niveau des filtres, bah, c'est assez simple, on dit filter, deux points, par exemple si on veut blurrer une image, blur 4 pixels. Et donc ce que j'ai utilisé, c'est le drop shadow sur donc les shows, filter de point drop shadow. Et donc si on regarde au niveau du code qui est réalisé, on voit que automatiquement avec autopréfixeur, j'ai un fallback sur du SVG pour les navigateurs qui ne supporteraient pas cette fonctionnalité. Donc on est compatible tout navigateur assez rapidement et sans trop se prendre la tête. Et j'ai trouvé cette fonctionnalité-là assez intéressante parce que, par exemple, ici sur le fond, j'ai également appliqué un contraste. Je ne sais pas où est-ce que je peux le retrouver. Donc voilà, ici, donc j'ai appliqué un contraste de 65% sur l'image. Et comme ça permet de ne pas avoir ces problématiques qu'on retrouve souvent sur les sites internet avec un fond qui n'a pas de différence assez marquée par exemple avec le texte, et du coup on n'arrive pas à lire le texte. Avec ces fonctionnalités-là, on peut faire en sorte que ça fonctionne. Ensuite, on retrouve également la pseudo-classe note, qui existe donc déjà en CSS. Mais là, la particularité, c'est qu'on peut rajouter plusieurs classes ou encore sélecteurs. Donc ici, note par exemple, first child et spécial, c'est toutes les classes, tous les éléments P qui n'ont pas la classe spéciale, par exemple, ne seront pas de couleur, seront de couleur red. Et ensuite, on a également le matches, qui lui, donc, c'est l'inverse. Ça va sélectionner tous les éléments P spécial, par exemple, et first child, et donc appliquer la couleur bordeaux. Et donc ça, je l'ai testé un peu pour la liste de personnes ici. Et donc, par exemple, si j'ai envie de changer l'espacement entre les personnes ici, je peux le faire assez rapidement avec Note et Matches, avec une propriété quand même un imbriquement assez complexe. Je ferais peut-être pas si j'avais un projet en production. Mais en gros, j'ai fait un endNote last child pour ne pas prendre le dernier élément ici. Et tous les autres éléments, j'ai sélectionné les deux premiers éléments. Donc je crois que c'est ces deux éléments-là, et ensuite également les deux derniers ici, afin de réaliser assez rapidement cette modification. Donc je trouve que c'est une fonctionnalité assez intéressante de pouvoir maintenant sélectionner plusieurs classes de cette manière. Et enfin, nous avons également les media queries qui, elles, ont pas mal évolué, puisqu'on n'a plus besoin d'utiliser min-width ou min-max, qui était, pour ma part, assez confusante, et j'arrivais jamais vraiment à me retrouver là-dedans. Ici, on a des opérateurs mathématiques donc, qui nous permettent de savoir visuellement
très rapidement quelles media queries on applique. Et également, on peut réaliser des custom media queries, donc avec par exemple la only medium screen. Par contre, le problème que je trouve à ces media queries, c'est qu'on ne peut pas utiliser de variables directement. C'est-à-dire que par exemple, au début, j'avais réalisé une variable iPhone 6 Plus et je lui avais dit tu fais EM 414 EM. Ça, c'est le EM, c'est la fonctionnalité que j'utilise, c'est la fonction que j'utilise pour passer des pixels en EM. Donc ça fonctionne similairement à SAS. Et donc le problème, je trouve, des media queries, c'est qu'on est obligé de créer une custom media queries afin ensuite de l'appeler au sein de notre code. Et donc par exemple ici dans le layout, j'appelle donc ma media queries via l'utilisation d'une custom media queries, mais j'aurais bien aimé pouvoir utiliser juste par exemple ma variable ici et lui dire width inférieur ou égal à cette variable, tu vas appliquer telle modification. Je trouve ça assez dommage qu'on soit obligé d'utiliser une custom media queries à chaque fois. Alors pour conclure, PostCSS est un outil très intéressant de par sa modularité, contrairement à SAS. Si jamais il y a une fonctionnalité que vous ne trouvez pas dans SAS ou encore dans Compass, vous ne pouvez pas la rajouter vous-même. Ici, PostCSS vous le permet. En termes de performance, comme on a pu le voir via les différents benchmarks, c'est vraiment très performant. Et peut-être que dans un futur plus ou moins proche, CSS3 va prendre le pas et encore améliorer ces performances-là en termes de parsing. C'est également un pas vers la standardisation. On peut espérer plus tard ne plus avoir besoin de tous ces outils de build afin d'écrire du CSS. Et également, le point positif, c'est sa communauté qui est vraiment très présente et très importante et qui soutient le projet et le fait évoluer de jour en jour. Les moins, je dirais que c'est son installation qui est quand même un peu plus complexe comparé à SAS. On ne va pas juste installer une gem et lancer Compass et hop, on peut écrire du code avec plein de fonctionnalités. Il faut vraiment faire attention aux outils de build qu'on utilise et également aux plugins, bien comprendre comment ils fonctionnent. Il y a également des fonctionnalités manquantes, comme je vous l'ai montré pour les fonctions. Si vous adorez utiliser les fonctions, je vous conseille d'utiliser SAS, ensuite de passer par PostCSS pour par exemple autopréfixer votre code ou encore le minifier via CSS Nano. La syntaxe, comme on a pu le voir, est également différente comparée à SAS et c'est peut-être un peu déroutant au début lorsqu'on l'utilise. Et enfin, la maintenance des plugins, qui peut, comme on a pu le voir via PreCSS, étant donné que c'est des projets open source, des fois on peut se retrouver avec des plugins qu'on utilise et qui ne sont malheureusement plus maintenus. Donc il faut bien faire attention aux plugins qu'on décide d'utiliser. Merci à tous pour votre attention et à vos questions. Ah oui. Merci pour la présentation. Merci. J'ai une question sur le code qui est généré en fait derrière. C'est-à-dire que dans ton exemple, tu configures une compatibilité navigateur pour du IE8. Ça. Le code généré est un code compatible IE8 pour tout le monde ou il y a possibilité de dissocier les choses? Dissocier les choses? C'est-à-dire de proposer la compatibilité, le code nécessaire à la compatibilité IE8 dans une feuille à part, par exemple, pour l'inclure sur une conditionnelle IE8 seulement. Oui, après ça tu peux le faire dans ton outil de build. Tu décides d'utiliser autopréfixeur juste pour sortir un fichier CSS pour IE, par exemple. Mais sinon, non, il va directement, ça va prendre en compte et dire j'applique les modifications pour IE8+, et donc il y aura les fallbacks dans ton code CSS. Mais après, c'est quand même assez important de garder juste un fichier CSS. Déjà, bon, maintenant, c'est un peu moins le cas avec HTTP2 qui arrive,
Mais en termes de chargement, c'est mieux d'avoir toutes les propriétés CSS dans un seul fichier. Donc je vois pas trop l'utilité d'effectuer ce type d'avoir des fichiers CSS différents, puisque à la fin, on garde quand même un fichier CSS assez petit. Voilà. Non, pas d'autres questions? Ça vous a donné envie d'utiliser PostCSS ou pas du tout? Ouais. Bah, merci à tous et bonne fin de conférence.